Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler pendant trois quarts d'heure, une heure, de la formation d'ingénieurs sous statut apprenti en école d'ingénieur à l'ICN Ouest. Pour nous accompagner, donc moi je suis Vincent Derrien, je suis directeur de la communication. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a avec nous deux étudiants. Donc on a Jade et Xavier. Bonsoir Jade, bonsoir Xavier. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jade, tu es ce qu'on appelle FISA 4, donc tu es en quatrième année, la deuxième année du cycle ingénieur. Tu es alternante à Alcatel. Tu nous raconteras un petit peu ton parcours tout à l'heure. Et Xavier, toi, tu viens d'arriver cette année donc en FISA 3, donc en première année de cycle apprentissage. Et tu es en alternance dans une boîte d'électronique du côté de Quimperlé, à côté de Brest. C'est Donc tu ça. pourras nous détailler également ton parcours. Mais on a Monsieur Martineau avec nous pour nous parler en détail les arcanes secrètes du cycle ingénieur par apprentissage. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. C'est toi qui vas nous faire la présentation. Donc la règle du jeu, pour les personnes qui nous ont rejoints, c'est que vous pouvez nous poser, vous devez même nous poser vos questions dans le chat qui est dans l'interface en bas à droite, dans le petit onglet questions, dans le petit onglet chat. Et puis, n'hésitez pas à visionner le replay. Il y a un replay qui va se lancer juste après. Donc, si vous nous regardez en replay, bonjour à vous. Mais si vous avez une coupure ou quoi que ce soit, voilà, vous aurez une invitation pour voir le replay. Je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas donc à poser des questions. On répondra par oral pour que tout le monde puisse en profiter. Et on fera également intervenir Jade et Xavier pour qu'ils nous témoignent de leur expérience, de l'apprentissage et puis de leurs études à l'ICN. Je te laisse la main, Jean-Pierre, sur la présentation avec les flèches. Tu peux aller droite et gauche comme tu le souhaites. Allons-y. Très bien. Merci. Bonjour à tous. Donc, Jean-Pierre Martineau, je suis directeur délégué de la formation par apprentissage multisite, puisque nous avons des formations par apprentissage à Brest, à Nantes et à Caen. L'ISEN, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une école privée d'enseignement supérieur qui recrute essentiellement des jeunes en post-bac, mais qui recrute aussi à bac+2, après, ou par 3, après un BUT par exemple, ou un BTS, ou une licence. Et cette formation du cycle ingénieur peut se faire aussi bien sous le statut étudiant que pour statut apprenti. Et donc ce soir, on est là pour parler de l'apprentissage. Voilà, donc les différents sites apparaissent sur la carte. L'école est habilitée, comme la plupart des écoles sérieuses, par la commission des titres d'ingénieur. Nous sommes une école aussi du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et membre de la conférence des grandes écoles, avec les écoles d'ingénieurs et les écoles de management. Nous sommes une école d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, reconnue par le ministère. Et en cela, nous avons des accords avec la communauté européenne, avec les Erasmus, pour envoyer nos élèves à l'étranger, notamment en Europe. Et puis pour les quelques sportifs de haut niveau, nous avons des accords avec le ministère des Sports. Notre école forme des ingénieurs généralistes, mais qui réussissent à se positionner dans tout un tas de secteurs d'activité, que ce soit des secteurs liés à l'énergie, à l'industrie, mais beaucoup aussi travaillent dans le domaine du numérique, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la programmation, etc. Et donc le socle principal de formation de nos élèves porte sur des sciences, technologies et l'intelligence artificielle. Tous nos élèves ont un savoir dans ces domaines. Et après, d'autres partent vers des formations ou des métiers dans la banque, dans les technologies de santé, etc.
L'apprentissage en France, bon, vous l'apprenez pas, j'imagine que c'est quelque chose qui a vraiment prospéré ces dernières années et on a atteint le 1 000 000 d'apprentis l'an dernier, je crois. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien et c'est pour ça que nous avons développé cette formation que nous proposons depuis 18 ans maintenant. Donc, nous avons une certaine expérience dans le domaine et nous l'avons distribué sur les sites depuis Brest, sur les sites de Nantes et de Caen. Alors, la solution de la formation par apprentissage, il ne faut pas voir ça comme une facilité, hein, c'est quelque chose qui est difficile et qui est destiné aux gens qui souhaitent se frotter ou disons, se tester dans le domaine professionnel. En effet, ces formations donc d'apprentissage se font par alternance, donc avec des périodes en école et des périodes en entreprise. Et chacune de ces deux entités représente à la fois des exigences, des difficultés, mais aussi, bien sûr, un certain nombre de plaisirs hein, à apprendre, que ce soit par le biais d'un tuteur en entreprise ou par le biais des professeurs à l'école. Il faut aussi que la personne soit capable de travailler un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a une ouverture sur le monde qui est nécessaire. Et cette formation comporte bien sûr un aspect scientifique et technologique, mais aussi un aspect sciences humaines, puisque l'ingénieur que nous formons est un cadre d'entreprise. Et en cela, il a une formation en économie, en management, en suivi de projet. La particularité de ce cursus, donc c'est un cursus de 3 années après un bac +2 ou +3. C'est une formation par alternance. Elle comporte, cette formation, 1650 heures réparties sur les 3 années de formation et le reste du temps, environ 3000 heures, se déroule en entreprise. Pendant ces périodes en entreprise, il y a aussi une exigence par exemple, de formation à l'international. Et puis aussi, il y a bien sûr les congés, hein, puisque les élèves apprentis n'ont plus de vacances en soi. La formation se déroule avec un contrôle continu des connaissances pendant les périodes école. Et le statut de l'élève est alors un statut de salarié, hein, qu'on appelle aussi étudiant des métiers. Il faut savoir que le contrat de travail que l'élève signe comporte une période d'essai de 45 jours et que, bien sûr, sa présence en cours est impérative, il y a donc un contrôle de sa présence. Le contrat de travail donc donne un certain nombre de droits et de devoirs. La particularité, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de frais de scolarité, hein. L'élève perçoit même un salaire moyen brut chez nos élèves de première année qui est un petit peu supérieur à 1 000 € par mois, hein, ce qui donne un certain confort et une autonomie vis-à-vis de sa famille la plupart du temps. Et il y a quand même toutefois quelques cotisations du bureau des élèves et la CVEC que la plupart d'entre vous payez déjà si vous êtes encore en études dans l'enseignement supérieur. Voilà, tout au long de sa formation, l'élève est suivi par un maître d'apprentissage en entreprise et un tuteur académique de l'école, ce qui permet, avec ce trinôme, de pouvoir contourner ou en tout cas composer lorsqu'il y a des difficultés, que ce soit des difficultés en entreprise ou que ce soit des difficultés à l'école. L'ensemble de ces 3 personnes échangent régulièrement, en tout cas c'est ce qui est demandé. Et chacun s'engage à faire sa part du travail pour que l'élève soit diplômé 3 ans plus tard. Tout au long de la formation, on est attentif à ce qu'il y ait une augmentation progressive à la fois du niveau de l'élève et des exigences en entreprise. Donc, concernant le programme de formation, eh bien, la première année est vouée à réaliser un socle, enfin, à renforcer le socle scientifique des élèves, que ce soit dans le domaine de la physique, des mathématiques, de l'électronique, de l'informatique. Et puis progressivement, en deuxième année, on voit apparaître à la fois des cours électifs que les élèves choisissent en fonction de leur parcours et de leur projet de formation, mais aussi avec des cours qui sont un peu plus appliqués.
Et enfin, en dernière année, les élèves suivent en grande partie un programme qui est orienté selon leur choix de domaine professionnel. Les domaines professionnels sont des sortes d'options ou de domaines d'approfondissement que choisissent librement les élèves sans, sans quota, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation. Chaque élève a bien le choix qu'il désire. Du côté entreprise, on s'attache à ce que les entreprises proposent aux élèves des missions qui soient progressives en termes de difficulté et d'autonomie. Et donc, en première année, les élèves sont très suivis et en dernière année, évidemment, ils sont beaucoup plus autonomes. En tout cas, c'est l'objectif que nous fixons aux entreprises qui encadrent et qui accueillent nos élèves. Les périodes d'alternance à l'ISEN sont assez longues. On voit apparaître sur ce planning les semaines rouges qui sont les semaines à l'ISEN. Et donc, on voit qu'en première année, par exemple, sur ce planning, les élèves sont 4 périodes à l'école et ils seront 4 périodes en entreprise, les périodes en entreprise étant les semaines qui sont restées colorées en blanc. Ce qui permet à nos élèves à la fois de se mettre en rythme lorsqu'ils sont à l'école, hein, il y a un nombre de semaines assez important à suivre, et puis que lorsqu'ils sont en entreprise, ça leur permet d'avoir un mini projet qui est délivré par leur maître d'apprentissage et qui leur permet de travailler de manière un peu autonome durant une période assez longue. Ça permet aussi à nos élèves d'avoir des localisations d'entreprises assez éloignées de nos centres de formation. À titre d'exemple, nous avons des élèves apprentis qui sont dans des entreprises localisées à Grenoble ou à Toulon, alors que nous sommes à Brest. Alors ici, vous avez, pour vous donner une idée de la formation qui est proposée en première année, les 2 semestres sont donc composés un petit peu comme dans les BUT, hein, avec des unités d'enseignement et un certain nombre de cours. Donc vous voyez que la formation comporte, par exemple, au semestre 5, des outils de l'ingénieur basés sur des maths et de l'informatique, une UE électronique et physique où on a bien sûr de l'électronique et de la physique, justement, ça tombe assez bien, et puis une UE qu'on appelle humanité, dans lequel on retrouve des études de controverses, de l'anglais, de la gestion de projet, tout ce qui comporte en fait, tout ce qui caractérise un petit peu le cadre qu'est l'ingénieur. Il reste une unité d'enseignement qui n'est pas indiquée là, mais qui est celle délivrée par le maître d'apprentissage. Et le semestre 6, vous voyez, est composé un petit peu de la même manière. Je continue. Alors ici, vous avez une liste qui évolue, hein, qui correspond à la formation élective, les formations qu'on appelle des domaines professionnels et qui sont les options que les élèves choisissent en partie en deuxième année et en grande partie en troisième année. Ils sont cette année au nombre de 16, mais ce nombre peut évoluer et les thématiques peuvent évoluer aussi, puisque l'école s'adapte en permanence aux besoins des entreprises. C'est ainsi que cette année, nous avons créé un nouveau domaine professionnel qui s'appelle énergie électronucléaire, à cause des besoins des centrales, du domaine nucléaire en France, qui nous a été présenté par les entreprises. Voilà, donc les domaines professionnels sont d'ailleurs enseignés de manière mutualisée avec les élèves étudiants. Et on voit que les élèves apprentis s'en sortent très bien et le niveau exigé est le même que les élèves soient étudiants ou apprentis. Donc parmi les domaines, encore une fois, le choix de ces domaines, pardon, est complètement libre, hein. Il n'y a pas de quota pour un domaine ou un autre. Mais vous voyez qu'il y en a certains qui sont focalisés sur l'informatique, avec de la cybersécurité, avec de l'intelligence artificielle, d'autres un peu plus dans des domaines industriels. Nous avons, à titre d'exemple, la robotique, les systèmes embarqués. Et puis, vous avez des domaines un peu plus orientés euh, école de commerce, si vous voulez, avec des ingénieurs de projets d'affaires ou finance. Et puis enfin, vous avez des domaines comme l'environnement ou les, les technologies médicales qui sont proposées. Donc une variété très importante.
Et ce choix se fait essentiellement en deuxième année du cycle ingénieur. Le niveau d'anglais, bon, c'est presque plus un sujet, hein. On demande un niveau B2 qui est le niveau exigé par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur, mais il faut savoir qu'un ingénieur, normalement, devrait viser le niveau C1, hein, c'est-à-dire un niveau de communication assez fluide, de manière à pouvoir travailler avec des interlocuteurs internationaux. Donc sans ce niveau B2, évidemment, on ne peut pas diplômer les élèves. On a aussi une expérience internationale obligatoire qui se fait la plupart du temps entre la deuxième et la troisième année, hein, durant l'été. Cette expérience se fait la plupart du temps sous forme d'un stage en entreprise que les élèves recherchent par eux-mêmes avec quelques aides puisqu'on a les listes des années précédentes. Et puis, ça peut se faire aussi sous la forme d'une mission de leur entreprise dans une succursale qui se trouve à l'étranger. Quelques élèves essaient quand même, enfin ils réussissent d'ailleurs, à réaliser un semestre d'études à l'étranger qui valide cette expérience internationale. Donc cette durée, la durée de la période internationale exigée actuellement est de 9 semaines minimum. Et nous conseillons plutôt 3 mois. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de la formation. Pour diplômer les élèves, donc il faut que les élèves aient validé à la fois les périodes académiques avec des résultats, disons, scolaires, les périodes en entreprise, ça, ce sont les maîtres d'apprentissage en entreprise qui valident ces périodes-là. Il faudra avoir fait un projet à responsabilité qu'on exige de tous nos élèves. C'est un travail de bénévolat d'une 60aine d'heures qui permet aux élèves de comprendre un peu la place qu'ils peuvent avoir dans la société civile, si on veut. Le point intermédiaire, c'est la validation du projet de fin d'études, le niveau d'anglais validé, et enfin, avoir réalisé et validé l'expérience internationale. Une fois que l'élève a validé tout ça, eh bien, il est diplômé et en général, il trouve assez rapidement un travail. Pour ce qui concerne le recrutement, hein, cette année, la date limite de dépôt des dossiers est la semaine prochaine, donc je vous invite à faire vite si toutefois vous ne l'avez pas fait, à aller sur notre site web et puis à regarder où se trouve l'inscription et en cas de difficulté, ne pas hésiter à nous consulter évidemment. Normalement, la validation des candidatures se fera donc après une validation du dossier, une validation d'un entretien que nous aurons avec chacun des candidats qui ont été retenus. Et ensuite, la signature du contrat d'apprentissage sera le point final de la validation de cette inscription. Voilà. Alors, pour vous donner une petite idée de la cartographie de localisation des entreprises qui accueillent nos élèves cette année, hein, vous avez donc la zone bretonne, c'est pas très étonnant, est la plus forte. En fait, c'est elle qui recrute le plus de nos élèves, mais vous voyez que certains sont en région PACA ou Midi-Pyrénées, ce qui montre bien qu'il est possible d'avoir une formation en Bretagne et une entreprise un petit peu éloignée, compte tenu de nos rythmes d'alternance. Voilà, donc comme vous le constatez, à Caen, nous avons actuellement que 15 élèves parce que nous avons ouvert à la rentrée dernière. Hein, la formation n'était pas encore très connue. À Nantes, la formation est ouverte depuis 3 ans et vous voyez que là où on a 14 élèves en dernière année, on en a 29 en première année et 43 en deuxième année. Voilà. Et Brest, ça fonctionne depuis plus longtemps, donc on a un nombre d'élèves un peu plus important. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai terminé, Vincent. Très bien. Je suis allé assez vite, donc je suis prêt évidemment à répondre à vos réponses, à vos questions, pardon. Et je suis à Très l'écoute bien. de vous. Peut-être on peut faire intervenir les témoins. Alors justement, alors si vous avez des questions, c'est le moment dans le chat de venir les poser. On va commencer. Alors bon, je dis ça, il y a Lenny qui pose la première question.
Quel est le taux de réussite pour chaque année? Jean-Pierre, tu as sans doute cette Eh info-là? ben, en fait, la particularité du cycle étudiant, enfin du cycle apprenti, c'est que, on est obligé enfin, les élèves passent d'année en année et en réalité, c'est à la fin des 3 années qu'on valide ou pas la diplomation. Le taux de réussite, alors si on parle des élèves qui n'obtiennent pas toutes les unités d'enseignement, je ne sais pas, j'aurais tendance à dire qu'il y en a une dizaine de pourcents, heu, chaque année. Après, tout ça, ça peut être revu en fin de scolarité dans ce que l'on appelle le pré-jury de diplôme, hein, où là, avec l'ensemble des enseignants et des responsables, on décide, si les résultats antérieurs n'ont pas été complètement validés, de proposer un deuxième rattrapage, hein. Il faut savoir que quand il y a échec, il y a à chaque fois quand même une première solution de rattrapage, mais qui nécessite que les élèves, s'investissent complètement pour valider leur matière. Mmh. Les élèves qui sont là peuvent sans doute témoigner de cela. J'ai pas le détail des parcours. Et moi, j'aimerais bien entendre, peut-être Jade sur son parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer? Tu es actuellement donc en ce qu'on appelle la 4e année après le baccalauréat. Ah, il y a eu un petit raté. Après le baccalauréat, donc, tu es en 4e année, en 2e année de cycle ingénieur. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, ce que tu as fait, auparavant, dans quel secteur tu étais, et puis ce que tu veux faire plus tard? Oui, donc moi, donc j'ai fait un bac S, donc un bac scientifique. J'étais la dernière année avec l'ancienne réforme. Et donc après mon bac, j'ai fait un BTS SEO. Donc c'est sur un BTS informatique, donc orienté programmation plutôt. Et ensuite, j'ai décidé de faire une troisième année. Donc après mon BTS, je suis arrivée directement en troisième année de licence. Donc pareil, licence informatique. Et après ça, je suis arrivée du coup en troisième année à l'ISEN, donc en cycle apprentissage. Parce que Ouais, du coup, à d'accord. ma troisième année de ma licence, j'avais déjà mon alternance, donc j'ai pu la garder aussi pour l'ISEN, pour mes 3 ans. Voilà, donc tu arrivais avec un dossier où tu étais déjà en 3e année, mais tu voulais continuer pour être ingénieur, C'est ça. et tu arrivais déjà avec un dossier où tu étais déjà en alternance, donc c'était un plus aussi dans ton dossier certainement. Oui, on m'avait dit, Hem, ouais, déjà arriver avec une alternance, parce qu'on sait que ça peut être un peu compliqué, mais bon, c'est vrai que c'est un plus. ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui dans ton alternance? Ça va faire 3 ans que tu es dans la même société. Tu commences à bien connaître la boîte. Quelle est-elle et qu'est-ce que tu fais? Et est-ce que tu as évolué depuis le début? Donc moi, je suis à Alcatel, donc c'est à Guipava, donc à côté de Brest. De base, ma première année, donc l'année dernière, quand je suis arrivée en troisième année à l'ISEN, c'était plus orienté informatique, parce que c'est de là où je sortais, c'est ce que je pensais faire plus tard. Donc c'était surtout ouais, une année avec des projets de programmation, de fonctionnalités sur leur site. Et sauf qu'au milieu de l'année, je me suis remise un petit peu en question par rapport à ce que je voulais faire. Et j'ai vu que l'ISEN proposait du coup un DP, donc un domaine professionnel orienté ingénieur de projet. Et donc ça m'a beaucoup plu. Donc mon entreprise a essayé enfin, elle était très gentille avec moi. Ils ont essayé d'accommoder mes missions en fonction de ce que je voulais faire. Donc j'ai eu plus de gestion de projet, de tout ce qui va être méthode agile, etc. Donc ce que j'ai pu mettre en place dans mon équipe. Mmh. Voilà. OK. Et donc c'est ce que tu comptes, parce que là tu vas devoir choisir un domaine professionnel, ou tu as déjà même choisi peut-être? Je ne sais plus où ça en est. Non, quatrième année, on a 4 matières à choisir pour le deuxième Ouais, semestre. Et là, d'accord. j'étais plutôt curieuse, donc j'avais pris un peu de tout. J'avais pris de la neuroscience, j'avais aussi pris de la finance et du marketing. OK. Et donc, en dernière année, là, tu vas vraiment t'orienter vers l'ingénierie de projet d'affaires. Voilà, c'est ça. Bon, et donc voilà, donc c'est assez intéressant comme parcours, parce que scientifique, technicienne
niveau informatique doit être très bon. Et puis finalement, ben voilà, le métier d'ingénieur, c'est aussi, alors on le dit peut-être pas assez souvent, mais c'est un métier de cadre, hein. C'est un métier dans une entreprise, vous allez devoir de toute façon gérer des projets d'une manière ou d'une autre, gérer des équipes potentiellement des budgets, avoir des compétences aussi en communication pour parler aux clients, pour parler à votre hiérarchie et vos responsables techniques, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez complet comme métier Mm. et ton parcours l'illustre bien. Alors, on va prendre peut-être la question de Grace ou Grace. Euh, je ne sais pas. Bonsoir. Comment se passe l'admission pour les étudiants internationaux? Jean-Pierre, une petite réponse. Alors, juste avant ta réponse, Jean-Pierre, j'ai glissé un lien juste dans le chat qui vous amène vers une page où justement vous avez toutes ces réponses-là. Si vous êtes étudiant international, il y a un onglet et avec toutes les informations pour vous. Donc, vous pouvez retrouver ces informations spécifiques pour les étudiants internationaux sur cette page-là en cliquant sur le lien. Et puis pour les admissions en apprentissage, c'est en bas de la page. Il y a un lien pour télécharger votre dossier de candidature. Jean-Pierre, pour les internationaux, comment ça se Oui, passe l'apprentissage? en réalité, ça se passe comme pour les autres candidats, à partir du moment où ces candidats sont au moins en France depuis au moins une année. En général, on a du mal à obtenir de la part des entreprises des accords lorsque le candidat est à l'étranger et que toute la partie administrative du droit de séjour et autres n'est pas réglée. Ça pose d'énormes difficultés. Donc, en général, ce qu'on conseille, c'est que les étudiants internationaux qui souhaitent venir faire une formation par apprentissage, qu'ils viennent suivre une année de formation en tant qu'étudiant en France. Ça peut être chez nous, mais ça peut être aussi ailleurs, à l'université, hein. Et ensuite qu'ils candidatent pour faire une formation par apprentissage. Ça pose aucun problème. Et le traitement, à ce moment-là, est exactement le même que pour les autres candidats, avec quelques particularités. C'est que, par exemple, ces gens-là, on ne leur fait pas faire d'expérience internationale. En tout cas, on ne les oblige pas à la faire. Il y a un certain nombre de choses de cet ordre-là. Mais sinon, il n'y a pas de vraie différence. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Mm, mm. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions de manière spécifique, hein. Si vous avez votre profil que vous voulez partager, on essaiera d'y répondre précisément. Alors, Xavier, on va s'intéresser un petit peu à ton parcours également. Je crois que alors toi, tu es en troisième année, donc en première année de cycle ingénieur par apprentissage. Tu as fait un BTS aussi, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Ouais, alors du coup, comme Jade, j'ai fait un baccalauréat général, dominante scientifique, donc c'était spécialité mathématiques et physique. Suite à quoi, je me sentais pas d'aller en prépa, ou enfin, je voulais mettre un peu de pratique dans ma formation. Donc j'ai choisi de faire un BTS qui est au lycée La Croix-Rouge à Brest, qui est donc partenaire avec l'IVEN, BTS Ciel, donc orienté électronique, qui dispose d'une option, donc comme je l'ai dit, en partenariat avec l'IVEN, BTS Prépa, qui va nous permettre en fait d'avoir des cours de complément à l'IVEN pour permettre en fait de rentrer en FIVA, donc en formation par apprentissage directement à Bac+2. Donc c'était plutôt une belle opportunité. Ouais. Alors ça, si vous avez des questions dans le chat sur ce BTS prépa, je ne sais pas, il y a peut-être des étudiants de BTS prépa dans le chat. C'est un BTS, on a plusieurs accords avec plusieurs BTS dans le Grand Ouest qui permettent de suivre ce qu'a fait Xavier. L'intérêt, effectivement, comme tu dis, c'est que tu étais déjà identifié comme étudiant ISEN quand tu étais en BTS, on te connaissait. Et donc, ça permet de venir toquer à la porte de l'ISEN après ton BTS. Mais tu aurais très bien pu aussi choisir d'aller travailler avec ton BTS et point final, en fait. Donc, C'est ça. c'est aussi une bonne approche. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu fais, où tu es et vers quoi tu te diriges? Ouais, alors du coup, comme je l'ai dit, je viens d'une formation en électronique, donc c'est ce que je me voyais faire, enfin là où j'avais le plus de compétences.
Donc, j'ai cherché principalement une entreprise dans ce domaine-là. Et donc, actuellement, je suis en alternance à Iginius, qui est une entreprise qui produit des capteurs, à Quimperlé, donc au niveau entre Lorient et Brest, en Bretagne. Et mon rôle au sein de l'entreprise, du coup, c'est de développer les bancs de test, donc les systèmes qui vont permettre de tester les produits avant de les vendre aux clients, donc s'assurer de la conformité. Donc, je mets un peu toutes mes compétences à profit, que ce soit dans l'électronique purement théorique, électronique analogique. Aussi bien, je vais avoir de la programmation, donc plus de l'électronique numérique. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça me permet de toucher à plusieurs domaines, on va dire. Ouais. Et donc, c'est un domaine qui t'intéresse? Parce que là, c'est vraiment de l'électronique pure, hein, les Ouais. bancs de test, etc. C'est quelque chose que ouais, qui t'intéresse? Tu veux en faire plus tard ton secteur d'activité Pour l'instant, du coup, c'est l'année prochaine que je vais commencer à m'intéresser au DP en FISA 4. Mm. Et il y en a deux principaux qui m'intéressent. Ça va être donc soit de continuer dans les systèmes embarqués, ou soit potentiellement l'énergie qui. Enfin là, du coup, au semestre 6, on a découvert cette matière, on a commencé les cours, et ça m'intéresse également. Donc, à voir Ouais, comment mes choix se porteront pour l'avenir. d'accord. Donc ça, c'est aussi un des atouts, hein, de la formation à l'ICEN, c'est un diplôme généraliste. Il n'y a pas de critères de classement, il n'y a pas de concours quand on veut choisir un domaine professionnel, énergie, informatique, finance, tout ça, c'est accessible à tous les étudiants. On va prendre les questions de Lénie et de Loane. Lénie demande quel est le niveau de maths physique nécessaire pour accéder à l'école. Euh, alors, j'hésite à faire parler Monsieur Martineau ou Jade des Aviers. Euh, Jade, tu souris. T'as quelque chose à nous dire peut-être? Non, moi, ça a été juste compliqué en maths et physique parce qu'en sortant d'un BTS informatique, bah, j'ai pas vu du tout de physique et de maths. En fait, du coup, j'avais pas trop le niveau, donc j'ai dû pas mal bosser ces deux matières. Mais en soi, ça compense sur le fait que du coup, à côté en informatique, bah, j'étais assez douée. Donc, mes révisions de l'informatique, au final, c'était sur les maths et physique, quoi. Mhm. Vous aviez même approche Je pense qu'au niveau maths, j'avais quand même une petite base d'outils du fait de la formation Ouais. de BTS prépa. Mais ça Ouais. reste, ouais, enfin, c'est les matières où je pense que ça demande le plus d'investissement quand on vient de BTS notamment, parce que c'est pas des matières qu'on va pousser dans le détail en BTS, donc il faut travailler, mais si on s'accroche, ça le fait. Ouais. Alors pour compléter, Jean-Pierre, je voulais avoir ton regard aussi sur, par rapport donc des étudiants qui arrivent de BTS, par rapport à ceux qui arrivent de BUT, certains BUT où il y a plus de maths et de physique. Comment Ouais. ça se passe, toi, d'un point Bah, de vue enseignement? c'est exactement le point que je souhaitais soulever, c'est que en première année, il y a une grande variété en fait de profils qui arrivent. Il y a des gens qui ont fait le BTS prépa, il y a des gens qui ont fait un BUT, une licence, ça peut être une ou deux premières années d'une autre école d'ingénieur. Il y en a qui ont fait une prépa aussi, même, que ce soit dans notre école ou dans des prépas de prépa à concours, hein, c'est la même chose. Et donc tous ces gens-là, on les met ensemble avec l'idée d'essayer de niveler le niveau général, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde ait bien les prérequis pour suivre les cours, notamment les cours de deuxième année, hein. Et donc il y a un certain nombre de reprises de niveau. Alors c'est vrai que quelqu'un qui a fait beaucoup d'informatique ben, va devoir travailler probablement un peu plus les autres matières, quitte à laisser un peu l'informatique de côté de manière temporaire. C'est vraiment une formation de généraliste qu'on propose, c'est-à-dire ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui sortent de notre école soient adaptables à toutes sortes de situations et à un spectre d'activités possibles le plus large possible. Donc forcément, quelqu'un qui a fait beaucoup d'électronique, comme ça a été le cas de Xavier par exemple, eh bien, a dû travailler probablement davantage l'informatique, les maths probablement, et il est difficile de parler de niveau
hein, mais c'est-à-dire que les élèves qui s'accrochent y arrivent. Moi, c'est ça que je voudrais dire. Je pourrais rebondir d'ailleurs sur la question précédente du taux de réussite, puisque je me disais que finalement, au jury de diplôme de l'automne dernier, sur une trentaine d'élèves, il y en a 5 qu'on n'a pas diplômés. Donc ça peut sembler beaucoup, mais les 5, qu'est-ce qui leur manquait? Il y en a 4 d'entre eux, c'était le niveau d'anglais, le TOEIC. Donc bosser l'anglais tout de suite. Et le dernier, c'est l'entreprise qui n'a pas validé sa période. Donc ça veut dire que cet élève-là, il savait déjà qu'il était en difficulté dans son entreprise, et pour qu'il soit diplômé malgré tout un jour, ce qu'on lui a proposé, c'est de se réinscrire cette année et de faire un stage de 6 mois dans une entreprise qui lui permettra de valider cette partie-là. Donc vous voyez, il y a à la fois notre souhait, c'est d'accompagner les élèves, même quand ils sont en situation d'échec, pour qu'ils puissent être diplômés un jour. Alors, ce dernier élève, il ne va pas être diplômé la même année que ses camarades, mais on espère qu'il sera diplômé l'année prochaine. Et ceux qui n'ont pas eu le niveau d'anglais, ils ont 3 ans pour obtenir ce niveau-là. Et donc, on les garde un petit peu en attente. Il faut qu'ils passent le test TOEIC à titre privé. Hein. Nous, on n'est plus chargé d'eux, hein, ils sont sortis de l'école. Mais s'ils nous apportent une attestation comme quoi ils ont le niveau, on pourra les diplômer. Voilà, c'est ça l'idée de l'accompagnement. Et quand j'entends la question sur le niveau, en fait, plus que niveau, je crois que c'est la motivation qui est nécessaire pour réussir à l'école. Et il faut avoir conscience que ce sont des matières importantes. Donc enfin, il y a des maths et il y a de la physique. Parfois, on a des surprises sur les salons. Ingénieur, Mais c'est ouais, nécessairement. Ouais. il y a la question de. Alors, je vais peut-être déformer son prénom, c'est Lohan. Bonsoir, j'ai obtenu un bac pro SN, puis réalisé un BTS Ciel en alternance. Au premier semestre de ma deuxième année, j'ai obtenu une moyenne de 16,3. Pensez-vous que mon profil pour accéder à votre formation? Et là, on va revenir sans doute sur les maths et la physique, Jean-Pierre, mais je n'en sais rien en fait. Oui, oui, absolument. Alors, au premier abord, je dirais pourquoi pas. Après, il faut creuser un petit peu ce dossier-là. Si vous voulez, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de proposer un BTS prépa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que les programmes de BTS sont un peu justes pour suivre une formation d'ingénieur. Donc, on renforce les mathématiques notamment, là un peu l'informatique, etc. Donc, on recrute quand même, malgré tout, quelques élèves. Souvent, ce sont des élèves qui sont dans le top 3 de leur BTS et qui n'ont que ça. Et ces gens-là, on essaie de comprendre un peu leur motivation et on considère qu'ils peuvent avoir le potentiel de réussir. Mais on ne souhaite pas non plus prendre des gens dont on doute de la capacité de réussir. Voyez, donc, c'est pas pour bloquer les gens, mais se dire je prends quelqu'un et je suis presque sûr qu'il va pas réussir, ça c'est pas le cas. Donc, si vous, Lohan, vous avez envie, au moins proposer votre candidature. Hein, il y aura assez d'occasions pour qu'on vous dise que ça marchera pas, mais tentez-le, expliquez pourquoi vous avez envie de faire ça et montrez votre détermination. Et après, ça peut probablement fonctionner. Oui, il y a alors, Jade en est aussi la preuve, hein, il n'y avait pas d'option prépa. Alors, tu as fait une licence après, mais il y a aussi cette Elle a fait quand même une solution-là pour licence. Lohan, c'est qu'il y a des prépas ATS également ou des formations complémentaires à la suite du BTS qui peuvent vous permettre de rattraper justement cette petite lacune en maths physique qu'on n'a pas en BTS Info, quoi. Donc Oui. ça, c'est Alors, aussi... là, oui. Lohan semble avoir d'assez bons résultats malgré tout, donc c'est un dossier qui mérite d'être regardé. Mais maintenant, un élève qui serait en BTS et en effet qui se sent un peu juste sur les matières théoriques, il y a en effet des prépas qui sont spécifiques pour les élèves un peu faibles dans les matières fondamentales et qui sont en BTS notamment, et qui s'appellent les prépas ATS. C'est vrai que la communication du ministère sur ces prépas-là n'est pas très importante, mais faites-le savoir.
il existe des prépas spécifiques pour les BTS ou les BUT un peu faibles aussi. Oui, c'est une remise à niveau pour justement dans le but d'intégrer une école d'ingénieur par la suite, entre autres. Oui. Lenny demande les promos sont composés de combien de personnes? Alors, il est vrai que les promotions sont de plus en plus grosses, plus importantes, hein. Nous, on a tendance à essayer de s'adapter au flux d'élèves. À Brest, ils sont cette année entrés, ils étaient 49. À Nantes, ils étaient 29 cette année, et à Caen, ils sont 14. Donc, vous voyez, ça peut être très variable. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est que si les cours sont en promotion complète, on essaie de faire en sorte que les travaux dirigés soient par demi-groupe et les travaux pratiques de la même manière. Hein. On sait qu'une classe trop chargée n'est pas très, très favorable à un bon apprentissage. Donc, ça, après, ça dépend des moyens que l'on a, des moyens humains pour les enseignants, des moyens matériels avec les salles et du type de matériel dont il est nécessaire pour faire l'enseignement. Mais voilà, pour vous dire, on n'a pas, d'ailleurs, je crois qu'on ne met pas vraiment de quota sur le nombre de places. On essaie de s'adapter, mais voilà, Brest, une cinquantaine, Nantes, une trentaine cette année. Et si l'année prochaine, on en a une trentaine à Caen, on sera très content. Oui. Alors, on l'a dit en début, mais il faut rappeler que la date limite de dépôt des dossiers, c'est la semaine prochaine, hein, le 12, je crois, le 12 mars. Mm. Donc, si vous ne l'avez pas déposé votre dossier encore, faites-le, parce qu'après, ce sera Oui. sans doute trop tard. Comment ça se passe une fois qu'on a déposé le dossier, Jean-Pierre? Est-ce que tu peux nous expliquer le processus, nous rappeler? Alors, on va essayer d'aller assez vite hein, dans le tri des dossiers déjà. Il faut savoir que l'an dernier, on a reçu environ entre 350 et 400 dossiers pour les 3 sites. Et donc, il y a une première sélection qui est faite sur la base de ce dossier. Et on essaie de traiter ça environ en une dizaine de jours, un peu moins peut-être. On est plusieurs collègues là-dessus. Et ensuite, on invite les candidats à des entretiens. Donc le candidat, on l'invite dans nos écoles, hein, de préférence, pour qu'il se rende compte de l'environnement dans lequel il pourra étudier. Et dans le cas où les candidats sont à l'étranger, notamment, ou ne peuvent pas se déplacer, on organise des visios, hein, tout simplement. Et ensuite, donc ça veut dire fin avril, on essaiera d'établir le bilan définitif. Hein. On essaie de faire en sorte que les élèves, les candidats sachent assez vite si on peut les accueillir. Et puis ensuite, c'est au fil de l'eau, suivant la signature de contrat d'apprentissage, que les élèves sont officiellement inscrits. Voilà, ça se passe comme ça. Ok, très bien. On arrive aux 3/4 d'heure de webinaire. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Que les questions concernent Monsieur Martineau, Jade ou Xavier, n'hésitez pas à les solliciter. On a encore quelques minutes. Je vous laisse poser vos questions si vous le souhaitez. On va sinon se diriger vers la sortie. Alors, on a Yves, j'espère que j'écorche pas trop les noms. Ce soir, j'ai un peu de mal à lire les noms. Bonsoir, je suis Yves de nationalité camerounaise et vivant au Cameroun. Quelle opportunité l'école offre aux étudiants HE? Je suis titulaire d'une licence en télécom et réseau et employé dans une entreprise en poste de développeur web. Alors, Excellente étudiant, question. HE, ça signifie quoi ça, HE, offre aux étudiants? HE, Je sais pas, internationaux sans peut-être? doute. Non. Oui, bah, ça reprend, enfin, la réponse est un peu la même que tout à l'heure, c'est-à-dire nous, ce qu'on vous encourage, c'est à venir faire une année en France. Alors, il y a deux solutions. Soit vous voulez venir chez nous pour être ingénieur et vous souhaitez l'être en tant qu'étudiant. Donc à ce moment-là, on peut vous accueillir immédiatement.
Si vous voulez faire de l'apprentissage, il vous faudra passer une année en France. Donc l'idéal, c'est soit vous la passez à continuer des études, soit ça peut être aussi une année pendant laquelle vous travaillez. Hein, ça peut être un début. Si vous trouvez une entreprise, par exemple, qui est prête à vous accompagner pour un contrat d'apprentissage par la suite, vous commencez par une année, vous faites vos preuves dans cette entreprise et elle vous propose un contrat d'apprentissage à la suite. Ça peut être une solution. Mais pour le contrat d'apprentissage en direct, enfin directement en arrivant de l'étranger, encore une fois, ça pose trop de difficultés administratives en France. Et donc, malheureusement, ce sera probablement non si vous nous demandez cette option-là. Ouais. Le problème vient surtout des entreprises, hein, parce qu'elles s'engagent vraiment fortement et Ouais. si au final vous ne pouvez pas travailler dans l'entreprise qui s'est engagée, ils prennent rarement le risque en fait. Donc il faut que ce soit vraiment bien consolidé à votre niveau. On a une question de Lénie. Est-ce qu'à Nantes, on peut choisir l'option finance ou est-elle disponible qu'à Brest? Elle est disponible qu'à Brest, Lénie. C'est vrai que c'est pas forcément. Alors ça varie selon les années et on ouvre d'autres domaines professionnels. À l'heure actuelle, l'option finance, le domaine pro finance, c'est qu'à Brest. Ça peut changer, hein, si je peux compléter ta réponse peut-être, Vincent. D'une part, ça peut changer, hein, d'une année sur l'autre. Si, imaginons que l'année prochaine, on ait beaucoup de demandes de finances sur Nantes, on essaierait d'organiser la formation. Après, la partie domaine professionnel finance, ça ne correspond qu'à l'avant-dernier semestre de la formation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien postuler sur une formation par apprentissage à Nantes dès l'année prochaine. Vous faites 2 ans à Nantes et le semestre 9, c'est-à-dire l'avant-dernier semestre, vous venez le faire à Brest pour suivre cette formation-là. Et votre entreprise peut rester autour de Nantes. Ça se fait aussi. On peut, si vous voulez, il y a une mobilité, on est une école multisite, hein, donc il y a une mobilité possible entre les différents sites de formation. Et si vous demandez, imaginons que vous postuliez pour un apprentissage à Brest et que vous trouviez une entreprise à Nantes, on peut très bien, à votre demande, vous délocaliser et vous faire entrer à l'école de Nantes. Vous voyez, c'est le même groupe, c'est la même école. Ouais, c'est ça qui est important d'avoir en tête, hein. C'est la même école, donc si et comme je disais tout à l'heure, il y a pas de on va pas vous opposer à une excuse pour ne pas vous intégrer dans le domaine professionnel qui vous concerne. Alors, bon, mis à part quelques spécificités, on va dire, pour l'ingénierie d'affaires, et cetera, mais l'idée, c'est quand même de vous permettre de faire ce que vous voulez, comme domaine professionnel et donc si le domaine professionnel que vous souhaitez n'est pas disponible sur le campus dans lequel vous avez été admis, ben, vous allez, on vous offre la place sur le campus où se déroule la formation. C'est le cas cette année Ça, c'est d'ailleurs. sûr. Nous avons reçu en septembre, en début octobre, un Nantais qui a fait 2 années de formation par apprentissage à Nantes et qui suit la formation du domaine professionnel à Brest pour ce semestre. Ouais. Alors, mais c'est plus rare chez les apprentis, mais c'est assez commun en fait en formation initiale, hein, sous statut étudiant. Il y a très souvent des migrations, des déménagements comme ça en dernière année. Alors, je vois que Lénie est encore en train de taper. Question pour les étudiants. Est-ce que les logements sont durs à trouver ou chers? Alors, on a 2 Brestois, enfin une Brestoise, un Brestois. Il faut leur demander. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez partager les choses. Bah, moi, du coup, mon logement, je suis en colocation avec quelqu'un qui est aussi dans ma promotion. Donc, après, cher, je ne sais pas ce qui est considéré comme cher, mais non, je trouve j'ai un bon appart. J'ai combien? J'ai 55 mètres carrés et je paye environ, je dirais, ouais, je paye 400. Donc, moi, je trouve ça assez bien pour être près du centre. Et je vais à l'école à pied, donc je suis vraiment à côté. Donc, Mais il y a aussi la résidence en face de l'ISEN qui propose des logements.
Et ça que je ne savais pas avant de rentrer à l'ISEN, mais qui est sympa. Athéna, je crois. Il y a plusieurs résidences à l'ISEN. En tout cas, à Brest, il y a plusieurs résidences. Il y a 3-4 grosses résidences juste, bon, je ne sais pas si on la voit, mais c'est de l'autre côté de la route. Qui, effectivement, ça, vous pouvez potentiellement, si vous êtes intéressé, appeler l'accueil du campus qui vous intéresse, et puis on vous donnera des informations. Il y a souvent des bons plans, c'est-à-dire des étudiants qui s'en vont, qui laissent les clés aux étudiants suivants, etc. Donc voilà. Et Xavier, toi, comment tu gères le logement? Est-ce que tu as Quimperlé, du coup, toi, en alternance? Comment ça se passe? C'est ça. Alors, du coup, j'ai fait mes études sur Brest en vivant chez mes parents. Et étant donné que cette année, vu que je me suis un peu délocalisé, enfin, Quimperlé, c'est à 1 heure et demie en gros de Brest. Donc, j'ai pris un appartement pour la partie entreprise. Et du coup, pour les cours, je suis chez mes parents, donc je ne paye pas de loyer. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour le campus de Brest, il y a pas mal de résidences étudiantes autour de l'école. Donc, je pense que c'est pas compliqué fondamentalement de trouver. Et au niveau des prix, je n'ai pas d'idée. Non, alors je pense que Et les prix à Brest, d'une je manière peux me générale, permettre, sont. Oui. non, pardon, je t'ai interrompu, mais il me semble que les apprentis ont droit aux aides de personnalité au logement, non? Les APL, ce Ouais. qui doit réduire un peu la charge liée au logement. Et par ailleurs, si vous comparez les tarifs de location entre Nantes et Brest, il n'y a pas photo. C'est Brest le moins cher, clairement. Oui. Alors après, sur Nantes et Caen, alors sur Nantes, il y a également une résidence qui s'appelle les Arlésines, où il y a beaucoup d'étudiants ISEN. C'est juste à côté du campus, mais il y a aussi un parc privé pas très loin. Donc, j'ai jamais entendu vraiment de soucis particuliers sur le logement sur le campus de Nantes. Sur le campus de Caen, c'est en plein centre-ville. En plus, l'année prochaine, on va avoir le nouveau bâtiment qui sera au bout de la presqu'île, vraiment en plein centre-ville. Donc là, ce sera du logement de centre-ville. Il n'y a pas de résidence. Par contre, pour l'instant, on n'a pas identifié de résidence. On a voilà, ce qu'on peut dire sur le logement. Après, les loyers sur Caen sont à peu près identiques à ceux de Brest, d'après enfin, dans les grosses mailles, hein, de ce que j'ai entendu. C'est un peu moins cher, effectivement, qu'à Nantes. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Loane, avez-vous un réseau d'entreprises partenaires afin d'accompagner les étudiants dans leur recherche d'alternance dans le cas où leur dossier serait accepté? Comment ça se passe, Jean-Pierre? Et puis peut-être Xavier pourra témoigner de comment il a trouvé son alternance également. Ouais, on peut peut-être laisser Xavier témoigner d'abord. Ouais, Xavier, comment ça s'est passé ta recherche et comment tu as trouvé? Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour les externes, mais vu que j'avais déjà un pied dans l'ISEN avec le BTS Prépa, on a la plateforme JobTeaser qui permet de recevoir pas mal d'offres des entreprises justement partenaires. Sinon, j'ai utilisé pas mal les réseaux type Indeed, Hello Work, APEC, où il y a pas mal d'offres qui sont publiées. Et j'ai aussi rencontré des entreprises sur des salons, des forums, enfin, notamment sur la région brestoise, il y en avait pas mal qui étaient organisés, donc ce qui permettait de rentrer en contact. Et les candidatures en ligne, moi, pour mon alternance actuelle, c'est une candidature en ligne, suite à laquelle on m'a contacté pour un entretien en visio. Après, j'ai été sur place, donc rencontrer les personnes pour échanger davantage, enfin, après avoir passé la première sélection de dossier, on va dire. Suite à quoi, du coup, j'ai été pris parce que c'est le profil qui s'attendait, puis ça correspondait aussi avec ce que je cherchais. Donc, mais j'ai Ouais. pas tant que ça eu de mal. Après, je sais que d'avis général, faut quand même pas mal élargir le spectre de recherche, que c'est assez compliqué de trouver quand même son alternance. Oui, c'est le secret, mais là, enfin,
ceux qui cherchent trouvent en général, mais le problème, c'est de bien chercher. Effectivement, Xavier, là, tout ce que tu nous as dit, effectivement, tu aurais eu du mal à ne pas trouver, en fait. Parce que au bout d'un moment, si on fait les salons, si on fait Indeed, APEC, Hello Work, Job Teaser, bah, en fait, on finit par trouver. Mais c'est un vrai boulot, ça, c'est certain. Ça tombe pas tout cru dans le bec. Jean-Pierre, peut-être. Alors, Jade, je n'ai pas fait intervenir Jade parce que tu avais déjà ton alternance avant d'arriver, Jade. Mais Jean-Pierre, peut-être. Oui, Oui. alors, pour répondre directement à la question, c'est oui, il y a un réseau d'entreprises partenaires. Il y a aussi une équipe de personnes qui sont là dédiées à la recherche, enfin à l'accompagnement et à la recherche d'entreprises, hein, de l'équipe des relations entreprises d'ailleurs de l'école. Il y a une plateforme sur laquelle les candidats peuvent échanger leur CV avec les entreprises et sur lequel il y a des offres aussi d'entreprises qui nous contactent en recherchant des apprentis. Donc voilà, on a tous un système comme ça. Alors, il ne faut pas non plus, il faut pas complètement négliger la difficulté. Et des candidats qui envoient 3 ou 5 CV, nous, on les considère comme des gens non sérieux. Pour être sérieux, il faut s'activer, un peu comme l'a fait Xavier, probablement. Il ne faut pas non plus oublier le contexte économique français, hein. C'est là où en fait, on voit que la difficulté de trouver des apprentissages, ça dépend un peu de la politique, malgré tout, où les entreprises sont en difficulté actuellement. Les aides de l'État ont été réduites l'an dernier, donc ce qui ajoute une difficulté supplémentaire. Et donc, on a quand même chaque année quelques candidats dont on a validé le dossier qui ne trouvent pas d'entreprise. Donc ces candidats-là, on leur propose éventuellement de poursuivre leurs études pendant une année dans le cycle étudiant, donc avec des frais de scolarité en revanche, et puis l'année d'après de retenter le passage en apprentissage, mais cette fois-ci directement en deuxième année. C'est aussi une solution qui est là. En revanche, pour cet aspect-là, il y a des quotas. Donc c'est plus contraignant, hein, c'est un peu différent. Mais ça reste une solution. Et les autres, ce qu'on leur suggère, c'est d'aller travailler une année et puis de repostuler l'année suivante en ayant peut-être une expérience professionnelle plus conséquente qui permet de valider, valoriser un peu mieux leur candidature sur des sites d'entreprise. Voilà ce qu'on peut faire. Mais pour répondre directement à la question, oui, il y a un réseau d'entreprises partenaires et oui, les candidats sont accompagnés. Mais pour ça, bien sûr, il faut être sélectionné. C'est-à-dire qu'il faut avoir passé la sélection du dossier et la sélection de l'entretien. Et c'est qu'après que nos équipes aident les candidats qu'on a retenus à trouver une entreprise. Alors, Lohan est en train d'écrire. Je ne sais pas si c'est une nouvelle question. N'hésitez pas, hein, les questions. On arrive à 19h. On va pas tarder à clore le webinaire. Je vous laisse encore. Alors, Lohan demande quels sont les frais de scolarité que les entreprises devront payer exactement sur l'ensemble des 3 années. Parce qu'effectivement, les frais de scolarité sont dus, mais ils sont entièrement payés par l'entreprise. Ouais, en fait, c'est pas un paiement direct qui nous revient, si vous voulez. Ce sont des taxes de formation en tout cas des montants de formation qui correspondent, je crois, au pourcentage si vous voulez, du coût des personnes, enfin des personnels. Hein, et donc, si les entreprises ne payent pas de formation à leurs salariés, elles sont imposables. Donc, de toute manière, ce sont des frais que les entreprises doivent aux organisations professionnelles. Et ensuite, ce sont les organisations professionnelles qui reportent en fait ces sommes dans les centres de formation par apprentissage. Donc, ce n'est pas directement des frais de scolarité qui nous sont payés par les entreprises. Ouais. Pour avoir une bonne idée de ça, vous pouvez vous reporter aux frais de scolarité qui sont dans la brochure, donc cette brochure-ci par exemple.
Dernière page, vous avez les frais de scolarité. C'est à peu près ces tarifs-là, en fait, c'est de cet ordre-là, quoi. C'est des moi, frais de scolarité j'ai normaux, pas en les fait, on chiffres va dire. exacts. Hein. Ouais. J'ai pas les chiffres L'idée, de exacts, toute mais façon, je dirais que c'est entre 8 et 10 000 euros peut-être. Voilà, c'est l'ordre de grandeur, c'est ça, je pense. ouais, C'est une fourchette un peu large, c'est mais parce que notre. j'ai pas de certitude. Non, on est, alors, tu l'as dit au début, Jean-Pierre, on est une association à but non lucratif, donc on n'a pas le droit de faire de bénéfices, on n'a pas d'actionnaire. Et le but du jeu, c'est donc de pouvoir avoir des frais de scolarité qui compensent les frais de fonctionnement et de l'établissement. Donc, si vous regardez un petit peu les frais de scolarité des sous-statuts étudiants, vous avez à peu près les frais de scolarité que payent les entreprises. Très bien. Plus de questions. 19h01, nous allons clore ce webinaire avec la perspective d'un bon repas à venir, n'est-ce pas? Ou d'un apéro pour certains, peut-être. Je vous souhaite en tout cas je vous remercie déjà, Jade, Xavier, de vous être montré si disponible et d'avoir partagé votre expérience. Merci Jean-Pierre, c'était comme d'habitude limpide. J'espère vous croiser bientôt dans les couloirs. À bientôt. À Merci pour bientôt, votre bonne écoute, à soirée. bientôt. Bonne soirée à tous, à bientôt.